c'est badass. Bonjour tout le monde, nous allons parler du roi Arthur, la légende d'Excalibur, le dernier film réalisé par Guy Ritchie, qui nous a offert Snatch et les Sherlock Holmes, par exemple, dernièrement. Il nous propose cette fois-ci sa propre vision de la légende du roi Arthur. Donc l'histoire se passe après que l'oncle d'Arthur ait fait un putsch et récupéré le trône d'Angleterre en tuant Uther Pendragon grâce à l'aide de mages et de magie noire, de sorcellerie en général. Arthur grandit donc dans un bordel de londonium et devient une espèce de garçon des rues qui va mettre à profit tout ce qu'il a appris pendant cette vie de voyou pour récupérer son trône et se battre contre les fantômes de son passé. Je vous avoue que cette histoire-là est pas le plus intéressant du film. Ce qui est un petit peu dommage d'ailleurs parce que c'est vraiment le twist qu'ils ont rajouté à l'histoire en principe. Il y a tout le côté esthétique et puis ils insistent énormément sur les pouvoirs dans cette version-ci. Mais tout le côté enfant des rues, en fait, est ce qu'il se mélange le moins finalement au film. Et ce qui est le moins intéressant, le plus intéressant, c'est avec toutes les scènes d'action et suivre l'intrigue de la légende en elle-même et comment est-ce que ce récit plus ou moins politique se déroule. Mais ouais, cette histoire de garçon des rues, c'est pas le mieux et c'est pas très bien exploité. Surtout ça que c'est pas très bien exploité en fait. On comprend pas trop ce que ça apporte au personnage, ni à l'histoire, ni à son cheminement psychologique. Mais alors, pour le reste, les scènes de baston sont dingues, les visuels sont assez jolis. C'est pas extrêmement ça reste une tour, quoi, avec des champs de bataille et puis des villes antiques, mais c'est filmé de façon extrêmement intéressante. Le style de Guy Ritchie se marie extrêmement bien et est très neuf dans ce style de film. Un film de fantasy tourné comme ça, je crois que j'en ai jamais vu. Son mode de narration, son mode de montage et certains des plans qu'il réalise, il a fait une espèce d'évolution des plans qu'il avait déjà élaborés dans Sherlock Holmes 2, en particulier la scène de course-poursuite avec le train, enfin dans la forêt à côté du train. Mais là, il les a modernisés et tout. Enfin, ça fait un truc absolument ouf. J'ai un petit doute juste sur. Il y a un père de famille qui est venu avec ses 3 filles voir le film. Je suis pas sûr. C'est un peu bourrin quand même. Je dis pas ça spécialement parce que c'était des filles, mais parce qu'elles avaient 5-7 ans. Je crois qu'il les emmenait voir ça comme il les a emmenés voir Harry Potter. Et je crois que c'est vraiment son état d'esprit parce qu'au tout début, c'est les mêmes boîtes de prod. C'est Warner et Viacom, je crois, ou un truc dans ce genre-là. Ou si, je sais plus, mais c'est les mêmes logos qui passent au début. Et je crois qu'il s'est dit, oh, ça va faire un petit peu Harry Potter. C'est pas la même chose, hein. C'est pas exactement la même chose. Donc, voilà. J'ai envie de vous dire, si vous voulez avoir le meilleur test possible pour savoir si vous avez envie de voir ce film, regardez la toute première bande-annonce qui était sortie, parce que c'est elle qui traduit véritablement le style du film, comment est-ce qu'il a raconté, comment est-ce qu'il passe. Les autres bandes-annonces, c'est vraiment de la bande-annonce, quoi. Mais là, c'est vraiment un truc qui essaie de montrer, c'est ça le film qu'on essaie de vous vendre. Et si vous n'arrivez, au-delà de ce truc-là, allez écouter juste la musique qui est à la fin du film, qui s'appelle The Devil and the Huntsman, donc le diable et le chasseur, qui est donc la bande-son de ce film, et qui, je crois, est une de mes nouvelles musiques préférées de film. J'adore écouter ce truc. C'est un mélange entre un truc extrêmement électronique. C'est assez intéressant parce que c'est le même principe que le film. C'est un mélange de trucs ultra modernes et de cette légende arthurienne, cette vieille légende. Donc, c'est modernisé dans le film, mais cette vieille légende, parce que donc c'est cette espèce de bruit ultra sourd et cette espèce de corps de chasse mais étrange qui appelle à la guerre. Et au-dessus, c'est juste une voix d'homme. Il y a un très léger écho au-dessus, mais sinon c'est ultra cristallin, naturel. Enfin, c'est vachement intéressant. Donc, c'est pas mal parce que c'est vraiment ce clash qu'il y a dans le film, quoi. C'est ce clash entre le truc moderne et ce truc un peu ultra réaliste, viscéral. Et la magie en plus, et ce truc ultra grandiose qui est mis en place par les percussions un peu étranges. Donc voilà, si je peux dire grosso modo ce que j'en pense avant d'entrer dans le détail. C'est vraiment pas mal, faut pas y aller vraiment pour l'histoire, même si l'histoire tient debout, c'est juste que les personnages sont pas ultra charmants. Donc voilà, si vous êtes intéressé par la légende, un film d'action et un film de fantasy, je vous encourage fortement. Si vous êtes intéressé par des personnages torturés et des trucs très profonds, ce sera pas votre film. Mais je pense pas que ça vous ait vendu ça dans les bandes annonces que vous avez vues et dans les résumés que vous avez pu voir. Donc en ce qui me concerne, je vous encourage à aller voir Le Roi Arthur. Pour entrer dans les détails du coup, ce qui est original, c'est donc le style de Guy Ritchie au-dessus d'un film de ce genre. Déjà, c'est son style de personnage et on va peut-être commencer par là. Pour moi, c'est ce qui marche pas le mieux en fait dans le film. Vraiment, c'est le truc de Arthur qui doit essayer de vaincre les fantômes de son passé ou je sais pas trop quoi, parce que pendant tout le film, il a ce problème qu'il n'arrive pas à utiliser vraiment Excalibur, sauf quand c'est pratique.
c'est toujours justifié par un truc dans le film, mais quand c'est pratique, il sait utiliser Excalibur. Et pourtant, jusqu'à la fin, on n'arrête pas de dire, non, il y a un truc qui va pas, tiens, fais-toi mordre par un crotal pour essayer d'apprendre à utiliser l'arme. Il l'envoie dans des dimensions parallèles, des machins pour apprendre à utiliser l'arme, il n'y arrive toujours pas. Et au final, le seul truc qu'il avait dû comprendre, c'est qu'en gros, c'est la faute de son oncle. Enfin, je vous dis pas exactement comment c'est mis en place dans le film pour pas vous spoiler le truc, mais en gros, c'est ça le truc qui le dérange, enfin, qui le déclenche à la fin, c'est de se dire, ah, c'est mon oncle qui a fait le truc. Et genre, d'où c'est une surprise? Le mec a repris le pouvoir quand vous vous êtes barré, d'où c'est une surprise. C'est évident, putain de merde, que c'était lui. Donc, je vois pas à quoi ce truc sert. Et j'ai l'impression que, en dehors du fait que ce soit le style de personnage de Guy Ritchie, il n'y a pas vraiment de raison à avoir un personnage tel qu'est Arthur dans ce film. Il a clairement adapté exactement la formule qu'il a mis sur Sherlock Holmes sur le roi Arthur. C'est exactement la même chose. Sherlock Holmes qu'on voyait depuis des années comme un personnage super noble, super droit, super machin, avec sa petite pipe et en train de réfléchir à ses enquêtes et élémentaires, mon cher Watson et tout le bordel. Et il en a fait Robert Downey Jr., c'est-à-dire un alcoolique qui se bat régulièrement, et qui le filme avec son style, mais c'est exactement le même traitement qu'il a appliqué au personnage du roi Arthur. Ce qui est un peu dommage. Quand tu fais une réinvention d'une légende, c'est dommage de réutiliser des trucs que tu fais tout le temps. Mais d'un autre côté, c'est son style, donc c'est normal. Le truc, c'est vraiment, je trouve que là, ça s'accorde pas très bien à l'histoire. C'est plutôt ça mon souci. Tant qu'à vouloir faire cette histoire-là, je pense qu'il aurait pu le mettre sur le méchant plutôt que sur le gentil, ou un truc de ce style. Mais en même temps, ça aurait pas été son discours. Il veut le message du mec qui vient de la rue etc. Mais je trouve que c'est mal inséré à l'histoire. L'idée est pas inintéressante, mais c'est mal inséré à l'histoire et ça donne pas grand chose de concrètement révolutionnaire dans le film en fait. Du coup, en dehors de ça, ce qui est intéressant, c'est le style de Guy Ritchie qui rajoute du coup au truc. Donc déjà un montage très particulier parce qu'il va très souvent monter plusieurs trucs en parallèle ou raconter dans le désordre. C'est-à-dire que typiquement, on va voir le personnage de Arthur grandir et devenir qui il est en tant qu'adulte, tout en voyant à côté son oncle prendre le pouvoir et mettre en place son règne à lui. On va avoir beaucoup de scènes aussi de discussion où pendant qu'ils vont discuter d'un truc, on va voir la scène se produire. On sait pas trop d'ailleurs à chaque fois si la scène se produit vraiment ou si c'est juste un fantasme, une illustration de la discussion qui est entre les deux personnages. Mais du coup, ça fait un montage parallèle pour avoir un truc assez rythmé, assez intéressant. Et certains détails du coup sont gardés plus ou moins secrets jusqu'à la fin, mais pas le principal n'est pas le plus intéressant, mais certains détails du coup sont conservés jusqu'à un autre moment du film pour amener un autre retournement. Et comme les histoires sont généralement racontées comme ça parce que les personnages les racontent, c'est logique. Du coup, ils peuvent décider de mettre un truc. Ils ont peut-être pas vu un truc. Ils peuvent décider de mentir. Ils peuvent décider de faire plein de choses. Ce qui apporte du coup un rythme très particulier au montage. Le fait de monter ces scènes-là, des scènes en parallèle, c'est pas la même chose que de laisser les scènes se dérouler petit à petit, tranquillement, comme on fait dans n'importe quel autre film. Donc ça déjà, ça apporte un truc assez différent. Il y a un deuxième truc qui est assez différent, c'est le rythme du montage lui-même et les effets de montage. C'est-à-dire que c'est rare de voir un film qui se déroule par exemple à cette période et de s'autoriser des effets de montage comme ceux de Guy Ritchie, c'est-à-dire par exemple accélérer certains passages d'un plan, mais juste certains passages, pas tout le plan. Et faire des ralentis sur certains trucs particuliers, mais pas sur tout le plan non plus. Encore une fois, et pas faire lent et ensuite accélérer, mais vraiment faire lent, accélérer parce que l'action, on s'en fout, on peut la lire aussi vite, enfin aussi bien si on voit le mec faire tous les détails que si on l'accélère, et ensuite retour au normal pour faire le truc. Typiquement, ça va être, je pense, un gamin qui prend une pièce pour payer un truc. Dans le film, il y a beaucoup de trafic comme ça avec des pièces, et il va montrer le gamin baisser les yeux, il va accélérer le moment où il va chercher la pièce dans sa poche et la sortir, et il va remettre en vitesse normale quand la pièce est posée dans la main. Mais du coup, la scène entière a duré même pas 1 seconde et demie, 2 secondes, enfin le plan plus qu'une scène. Le plan entier a duré 1 seconde et demie, 2 secondes, alors qu'il en aurait duré 3 ou 4 si on avait laissé le plan dans sa vitesse normale. Donc alors c'est pas pour gagner du temps, c'est pas du tout le principe, mais c'est sa façon de considérer le montage en fait. Il considère que on arrive à le voir même si c'est accéléré, donc il n'y a pas de raison de perdre du temps dessus, donc on va le passer un peu plus vite. Le truc est du coup assez intéressant pour ça. Alors cela dit, ne vous attendez pas non plus à un truc qui dégueule tout le temps d'action, parce que justement, il est intéressant parce qu'il arrive à beaucoup jouer avec les silences. Notamment, tout le début du film se fait sans aucune musique.
Il y a des scènes d'action, il y a des scènes de baston, il y a plein de trucs, mais il y a aucune musique pendant les 5-6 premières minutes du film, je crois. Donc c'est assez original du coup comme pari et comme parti pris, et c'est plutôt bienvenu. Cela dit, alors dans ce domaine de narration du coup, avant de venir à certains plans, au tout début du film, on a un plan qui montre pas grand chose. Et ensuite, on a le texte qui explique la légende du roi Arthur, tel personnage est au pouvoir, tel personnage lui a pris, tel personnage machin, et on a le texte qui résume le truc, qui n'était pas forcément nécessaire à ajouter, et surtout, ça fait bizarre de le rajouter après avoir déjà démarré le film. En principe, on met un texte introductif pour introduire le film. C'est pour ça qu'on appelle ça un texte d'introduction, c'est parce que c'est à l'introduction, c'est au tout début, c'est pas avec un plan avant. Peu importe, c'est pas super grave, mais c'est un peu surprenant, et des fois, il va du coup casser son rythme de façon un peu gênante. Il y a ça du coup au début qui est un peu surprenant mais pas énervant. Il y a un moment quand Arthur s'enfuit, du coup sa famille est décimée, donc son père et sa mère, et la mère en fait est dans le cadre, elle se fait toucher, on sait pas qui s'est fait toucher en fait, mais on voit quelqu'un dans le cadre, et quand on comprend que la mère s'est fait toucher, elle disparaît du cadre, elle meurt, elle tombe comme ça. Et dès qu'elle sort du cadre, d'un seul coup, il y a le nom King Arthur qui débarque, donc le roi Arthur, le nom du film, avec une musique ultra rythmée, ultra moderne, et genre, ça fait un peu presque, ah, sa mère est morte, on s'en fout! C'est bizarre, quoi. Pendant ce moment-là, le style est pas bienvenu, en fait. À ce moment-là du film, le style est un peu trop et empêche de rentrer dans une scène qui pourrait être un peu plus prenante. Si on avait pu vivre vraiment la mort de sa mère et l'émotion qu'il ressent, ça aurait été plus intéressant, je pense, que de foutre le titre direct et couper et arriver au truc ensuite. La réalisation elle-même, du coup, les plans qui se voient plus pendant les scènes d'action, du coup, et c'est vraiment intéressant. Alors déjà, il y a énormément de caméras aériennes, ce qui donne du coup un côté vachement intéressant. Ça fait des plans très très larges, mais il a utilisé la technique à la Snyder, c'est-à-dire le zoom dans l'image. Pendant une scène d'action, vous avez une caméra qui filme quelque chose de loin et qui va zoomer sur une scène précise quand elle la trouve intéressante. Il y a un retour du coup de son style à ce qu'on appelle la Snorricam quelque part, mais que lui fait de profil pour la changer. C'est attacher une caméra sur l'acteur, ce qui fait que lui ne bouge pas, mais le reste du décor bouge. Ça se voit dans les bandes annonces. Vous voyez tout de suite le truc où ils sont en train de courir dans les rues et vous voyez des plans sur leur visage et le visage ne bouge pas, puisque la caméra est attachée ici, ne bouge jamais du visage, donc le visage reste toujours devant la caméra, mais vous avez les murs qui passent super vite sur le côté, etc. Donc quelque chose auquel il nous a habitués. Mais alors, dans les scènes de fin en particulier, et dans certaines scènes de bataille du début, il a fait ce plan-là, mais honnêtement, je sais pas comment il a réalisé ces plans. Et c'est une des rares fois où je me retrouve comme un con devant un film en disant, je ne sais pas comment il a fait ça. Pour tous ceux qui se sont branlés la nouille sur la scène d'action de Kingsman, l'année dernière, ou il y a 2 ans, je crois, la scène dans l'église, vous savez, qui était juste une scène de combat en mode normal, mais qu'on avait accéléré ensuété. Et on avait caché les jump cuts en faisant des sautes dans l'image. Waouh, ils sont vachement cachés. Et là, pour le coup, les scènes cadencées, c'est un peu les plans et les mouvements qui étaient montrés dans Kingsman, mais avec beaucoup plus d'ampleur et bien mieux réalisés, et pas du tout cette impression d'avoir tourné la scène au ralenti et d'accélérer ensuite. Si c'est le cas, c'est magnifiquement caché, mais alors, la caméra bouge dans tous les sens autour du personnage, mais lui reste toujours fixe. Et on a du coup des caméras qui font des rotations sur l'axe du personnage. Je sais même pas si c'est peut-être en effets spéciaux, mais c'est tellement réaliste, tellement précis que j'aurais du mal à voir ça comme étant un effet spéciaux. Je pense vraiment qu'il a vraiment tourné ça et je sais pas comment il l'a tourné. Et ça donne du coup des trucs qui sont vraiment bluffants, quoi. Les images qu'il y a dans ce film sont assez impressionnantes, quoi. C'est vraiment très 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 beau. Énormément de plans larges sur des très très grands décors, très vastes. La ville de Londonium, elle est vraiment très très belle aussi. C'est intéressant d'ailleurs, ça s'appelle Londonium parce que a priori, dans l'histoire qui est racontée, c'est après que les Romains aient été boutés hors d'Angleterre, je crois. Et du coup, il reste un Colisée en plein milieu de Londres et tout. Enfin, ça fait des images vraiment très très belles avec cette lumière un peu jaunâtre, un peu post-apocalyptique. Enfin, très 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 beau. Et c'est vrai que stylistiquement, le film est parfait, quoi. Enfin, vraiment. Non, je crois que j'ai rien vu qui m'a paru un peu désagréable. Je le trouve vraiment vraiment très très bien foutu. La 3D sert pas vraiment à grand chose. Il y a quelques plans où elle est intéressante et où elle rend un peu plus de majesté à tout ça, mais très franchement, ça a l'air plutôt plat pendant une bonne partie du film, donc je trouve pas ça particulièrement intéressant.
Et du coup, quand tout ça se mélange, les plans, la musique et le rythme de montage de Guy Ritchie, ça fait des scènes qui sont assez incroyables. Et je crois qu'il y a aucune scène d'action qui est ratée. Que même, bon, c'est pas vraiment une scène d'action, mais la scène où Arthur retire l'épée du socle, elle est ultra forte. C'est vraiment le genre de scène, j'ai reçu des frissons et tout. Alors que j'étais pas à fond dans le film, justement. Enfin, c'est vraiment de la mise en scène pure, quoi, qui fait que ça rend un truc ultra bien, ultra bon. Parce que je vous dis, le côté Arthur des rues, quoi. Enfin, bof, je suis pas vraiment rentré dans ce trip-là. Mais, puis c'est un peu le trip, bien viril, testostérone et tout le bordel, quoi. Je peux apprécier de temps en temps, hein. Je peux apprécier les Transformers, par exemple, et tout dans ce genre-là. Apprécier le cambouis et les trucs de mecs, mais là, je trouve vraiment que c'était pas très, très utile. Mais, la force qu'il y a dans ces scènes, quand tout ça rentre en jeu, quand le style du personnage, quand la musique aussi, quand la musique débarque, la musique est vraiment assez incroyable dans le film. Il y a des moments où elle est gênante. Je vous le dis, ce résumé de début, mais après ce résumé de début, pas trop en fait. C'est vraiment ce résumé de début, c'est juste après, quand on a le générique, la mort de la mère et qu'on voit ce qui se passe pour le gosse, etc. Là, la musique est un peu malvenue. Pour le reste, généralement, elle passe toujours très bien et même rend les scènes encore plus fortes et encore plus impressionnantes. Et ouais, non, toute cette scène était assez ouf. Il va aussi beaucoup s'amuser à pencher sa caméra, à lui faire faire des rotations, pas juste la pencher et faire un plan penché sur le côté, mais de lui faire faire des rotations sur elle-même et d'avoir l'image qui tourne, etc. Donc vraiment, stylistiquement, c'est assez dingue. Les décors, du coup, outre les effets spéciaux, parce que je parle de plans larges, etc., mais les décors sont vachement intéressants, très bien, très recherchés, très jolis. La tour, là, elle est vachement intéressante parce que la tour elle-même fait très rustique, très grosse pierre, sombre et moche, mais la base est avec une espèce de marbre blanc, genre avec des super belles colonnes et des machins. Enfin, ça fait des plans vraiment magnifiques et la recherche de décor est vraiment très très belle. Ça fait vraiment des très très beaux trucs et ça fait et quand en plus vous avez des créatures extraordinaires qui agissent là-dedans, l'espèce d'éléphants gigantesques et machin genre là, c'est vachement intéressant. Petit reproche, l'a dit, les éléphants gigantesques ne reviennent pas dans le film. Ils sont assez tôt dans le film en fait, plutôt au début et ils reviennent pas après. Et c'est assez dommage. Enfin, ils sont marquants comme truc quoi. Si vous les faites venir une fois, il faudrait les faire venir une seconde. Surtout qu'il y aurait moyen de faire un truc fun du coup avec la scène de fin. Il y aurait moyen de confronter deux trucs assez jolis. Et justement, en parlant de jolis, il y a des plans purement illustratifs ou purement là pour presque pour en mettre plein la gueule. Ils disent quelque chose sur l'histoire, ça fait de la narration, mais ils sont surtout magnifiques. Et tout le passage à partir du moment où Arthur est, comment dire sans spoiler, mordu à la fin. Tout le moment où Arthur est mordu, à partir de ce moment-là, quand il se met à voir des trucs, les nanas intégrées au tronc d'arbre et tout, les espèces d'esprit de la nature qui le regardent et tout, c'est d'une poésie magnifique. Enfin, c'est sublime. C'est très 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 beau. À opposer d'ailleurs, par exemple, à celle à la créature mystique qui offre l'opportunité de prendre le pouvoir à l'oncle d'Arthur, que j'ai affectueusement appelé Jabba et ses trois putes. Parce que c'est un petit peu le truc, c'est-à-dire il y a une espèce d'énorme truc avec plein de tentacules qui arrivent partout, et au milieu des tentacules, il y a des femmes. Je sais pas si c'est un esprit commun ou si c'est parce qu'il y a une question de sacrifice, et j'ai l'impression que les personnes sacrifiées rentrent dans la créature et font partie de la créature ensuite, ou un truc dans ce genre-là, mais c'est spécial. Non, c'est intéressant. D'ailleurs, notons là-dessus, au niveau des personnages, il y a Guenièvre, je crois, parce que son nom est jamais dit dans le film, mais il y a Guenièvre qui est jouée par une actrice française qui joue vraiment plutôt bien. En fait, j'ai eu un doute pendant un moment, j'ai cru que c'était Léa Seydoux. Et à un moment, je me suis dit non, elle joue trop bien pour que ce soit Léa Seydoux. Je suis désolé. Et donc du coup, alors voilà, elle a un léger accent. C'est pour ça que j'ai remarqué qu'elle avait un truc bizarre, c'est qu'elle a un léger accent français tout de même qui commence à se sentir, mais elle est bien plus douée que Léa Seydoux et tant mieux pour elle, quoi. S'il y a une actrice française qui peut échapper à jouer des rôles de filles, de famille, dans ce genre-là, c'est tant mieux. Fuyez très loin du cinéma français, parce que tel qu'il est actuellement, ça sert à rien. Allez jouer Guenièvre dans des films de Guy Ritchie, c'est quand même beaucoup plus intéressant, je trouve. Bon, il y a un truc qui est dommage par contre, c'est qu'il y a tout un moment où Arthur doit aller dans ce qu'on appelle les terres sombres ou les terres obscures pour apprendre quelque chose sur lui-même ou je sais pas trop quoi.
Et ça revient jamais dans le film, ce qui est dommage. J'ai l'impression que ça a l'air d'être un monde très intéressant et j'aurais bien voulu que ça revienne un peu plus souvent dans le film et qu'on puisse voir des trucs. Surtout que donc, ça sert pas à grand chose par la suite puisque jusqu'à la fin du film, il a toujours des doutes sur son épée, sur son machin, donc c'est un peu dommage. Un petit truc que ça permet de remarquer, c'est quand il est dans ce monde-là, les terres sombres, il se bat avec des rats géants. Si vous connaissez un petit peu les trucs à l'anglais, c'est rodents of unusual size. Des rongeurs de taille inhabituelle qui sont en fait des monstres de base de MMORPG. Et il y a un gros côté MMORPG, enfin jeu de rôle, fantasy à ce film en général. Ce truc-là, donc du coup cette créature qu'on doit combattre, cette espèce de monstre. Certains plans du coup évoquent un peu un côté jeu vidéo parce que de tourner une caméra qui tourne sur un personnage et sur l'axe d'un personnage, c'est un truc qui fait assez jeu vidéo. C'est les caméras de jeux vidéo sont souvent attachées au personnage plus qu'indépendantes. Et ça se voit un petit peu au niveau de certains designs. Je trouve par exemple que la créature que doit combattre Arthur et qui le hante depuis le début du film fait très créature de jeu vidéo. Je me demande même si je l'ai pas vraiment vu dans un jeu vidéo à un moment ou à un autre, mais le design, bon alors, parce que les jeux vidéo de fantasy s'inspirent forcément de tout ce qui a été créé autour des légendes arthuriennes et des trucs dans ce genre-là pour créer leur monde de fantasy. Les trucs de Tolkien, etc. sont aussi basés sur des trucs réels. Donc c'est normal que tout ça s'inspire et qu'on commence à voir des échos d'un truc à l'autre sans forcément qu'ils soient recherchés et nécessaires. Et là, ce qui me fait penser que ce monstre de fin a un côté très jeu vidéo, c'est sa cape, qui est le genre de truc qu'on verrait vraiment que dans un jeu vidéo. En fait, une espèce de cape de feu. Et je vois pas quelqu'un avoir l'idée, enfin, pour moi, c'est une inspiration qui vient d'un truc de jeu vidéo, en fait. Je vois plus dans un jeu vidéo l'idée de mettre un sprite de feu sur une cape. Et du coup, de pouvoir faire ça presque automatiquement. En film, comme c'est plus compliqué à tourner et qu'il y a toujours des trucs très spéciaux à rendre pour les lumières volumétriques, les trucs dans ce genre-là, c'est pas une décision qu'on prend innocemment, en fait. Donc je trouve qu'il y a quand même quelques passages où on sent une inspiration assez moderne au-dessus du truc. D'ailleurs, ça m'amènera à un petit truc qui a été modifié, c'est que dans cette version du Roi Arthur, le casting est mixte. Ce qui nous permet d'avoir un personnage qui s'appelle George, qui est un asiatique qui fait du kung-fu, qu'ils appellent d'ailleurs dans le film à un moment Kung Fu George, je crois, à un moment Kung Fu George. Ce qui est Vous allez loin dans votre interprétation de la légende arthurienne, tout de même. Il y a un mage qui est noir, il y a un maître d'armes qui est asiatique. Je comprends l'idée, mais vous allez chercher loin. D'un autre côté, vu qu'effectivement tout est complètement réinterprété, on s'en balèque et ça passe extrêmement bien dans le film. C'est juste que du coup, c'est un peu surprenant. C'est vraiment le coup adaptation moderne par rapport à notre truc. Mais c'est assez bienvenu justement. Ça fait du bien de voir des couleurs un peu différentes, un montage différent, un style différent, des musiques différentes pour traiter un domaine de cinéma qui est souvent délaissé. Et quand il est pris en compte, souvent un peu par-dessus la jambe, les films de fantasy, c'est pas ce qui attire le plus, les films les plus aboutis du monde généralement, ils sont souvent assez basiques. Et ça fait du bien du coup de voir des trucs un petit peu neufs là-dedans, même si ça a déjà été fait d'avoir un casting mixte par exemple. Je crois que j'ai rien à rajouter ensuite. Il y a le style de Guy Ritchie, les personnages vont faire des petites blagues de temps en temps et s'envoyer des vannes, donc c'est voilà. Si vous aimez le style de Guy Ritchie, je pense que vous pouvez apprécier. Si vous aimez le Seigneur des Anneaux et que vous voulez voir une version un peu plus moderne et un peu sous cocaïne, vous pouvez aller voir Le Roi Arthur. Je pense que vous allez être satisfait du voyage. Si vous aimez bien les jeux vidéo de fantasy, je pense que vous pouvez apprécier ça aussi. Pas tous évidemment, mais si vous appréciez un truc comme The Witcher ou quelque chose dans ce genre-là, je pense que vous avez moyen de vous amuser devant ce film. Si vous avez été déçu de World of Warcraft, de Warcraft le film, si vous avez trouvé que ça faisait trop fake et que c'était pas très intéressant, ça c'est pour le coup une version beaucoup plus réaliste et terre à terre d'une bataille de ce genre. Vous aurez pas d'orques, mais vous aurez des bastons avec des animaux géants et des trucs intéressants. Donc, je pense qu'il y a quand même facilement moyen de passer un bon moment devant Le Roi Arthur, tant que vous êtes conscient de ce devant quoi vous êtes. Je vous dis, le mec qui est venu amener ses enfants devant ce film-là, je trouve ça un petit peu exagéré tout de même. Voilà. Attendez qu'ils aient au moins 7-12 ans, un truc dans ce genre-là. Enfin, 7 ans, ça me paraît léger encore. 9-12 ans, un truc dans le genre, avant de leur montrer un truc comme ça. Voilà. En ce qui me concerne, je pense que je le reverrai avec plaisir et je vais en tout cas me réécouter la bande son parce que la bande son était ouf. Voilà.
Donc je vous encourage globalement à aller voir Le Roi Arthur. Et d'ailleurs, si quelqu'un ne l'a pas aimé, je voudrais bien qu'on me dise pourquoi. Je pense que ce sera grosso modo le style. Je vois pas de raison de pas aimer le film, à part le style de Guy Ritchie. Et peut-être l'histoire. Je vous ai dit, les personnages ils essayent de les creuser, ils essayent de leur donner un truc intéressant, et ça passe. Mais ça passe. C'est le minimum à faire dans ce truc-là. Et c'est pas, justement, comme c'est le minimum, ça apporte pas grand chose d'énorme à l'ensemble du film. C'est pas particulièrement révélateur, je trouve. Voilà. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.